Chers amis, je m'appelle Ayleb, je suis éthiopien et j'ai 17 ans. Mon pays, l'Éthiopie, se trouve sur la corne du continent africain, en Afrique de l'Est. Je vous écris de la région d'Amara, dans le nord du pays, le long de la vallée du Grand Rift africain. C'est au cœur de ce paysage plein de contrastes que l'on a retrouvé les plus vieux fossiles humains, datant de plus de 3 millions d'années. C'est pourquoi mon pays est surnommé le berceau de l'humanité. Je vis ici avec toute ma famille. Nous sommes 6, ma mère, mes 4 frères et sœurs et moi-même. Mon père nous a quittés. Nous vivons tous ensemble dans cette petite maison. On partage la cour avec nos voisins. Chacun a son espace avec sa bergerie. À l'intérieur de la maison, il n'y a qu'une seule pièce et un lit. L'habitat est assez spartiate, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas beaucoup d'argent et nous vivons uniquement de nos récoltes et de notre bétail. Notre nourriture quotidienne se compose essentiellement d'injera, une galette de céréales que ma mère cuisine au feu de bois. On la mange accompagnée de beaucoup de piment. Certains jours de fête, nous mangeons du maïs et on sacrifie une bête de notre troupeau. Mais cela reste vraiment exceptionnel. Autant dire que la vie n'est pas facile tous les jours. Je suis l'aîné, c'est donc moi qui suis en charge de prendre soin de mes frères et sœurs. Chez nous, le grand frère tient un rôle très important au sein de la famille. Ma mère travaille beaucoup et n'a pas toujours le temps de s'occuper des enfants. Mon petit frère, Amara, et moi-même emmenons paître les bêtes tous les jours, tandis que ma mère doit tenir la maison propre, préparer à manger pour tout le monde, faire la lessive et le linge, aller chercher l'eau à la source qui se trouve à la sortie du village, comme toutes ces femmes. Parfois, je suis fatigué par les lourdes responsabilités que j'ai et j'aimerais juste avoir un peu de temps pour moi, pouvoir faire ce que j'ai envie, profiter de mon adolescence. Mais ici, on doit très vite entrer dans l'âge adulte. Je me demande si c'est pareil ailleurs, si l'aîné de la famille a toujours autant de responsabilités. Je ne vais plus à l'école depuis l'âge de 14 ans. J'ai arrêté très tôt, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû me consacrer aux tâches quotidiennes de la maison. Je regrette beaucoup ce temps-là, car j'aurais bien aimé faire de longues études. C'est pour cela que je pousse mes frères et sœurs à être sérieux à l'école et à apprendre le plus possible. Et j'espère qu'un jour, je pourrai reprendre le chemin de l'école. Pourquoi pas en France? Et découvrir votre culture, votre façon de penser, pouvoir porter un regard nouveau et différent sur les choses. J'ai toujours été très curieux. J'espère que vous êtes aussi curieux que moi, car je suis très content de pouvoir échanger avec vous et vous montrer comment les choses se passent en Éthiopie. Ici, soit il pleut très peu et les nappes phréatiques sont asséchées, soit il pleut énormément et il est compliqué de stocker l'eau pour la conserver et la boire plus tard. Il n'y a pas d'eau courante chez nous. Nous vivons dans une région montagneuse et assez escarpée. Les déplacements sont difficiles. L'approvisionnement en eau se fait à dos d'âne ou à pied et demande beaucoup d'efforts. C'est pourquoi nous faisons attention à ne pas la gâcher. En Éthiopie, la consommation moyenne d'eau par jour par habitant est de 6 litres. Ces 6 litres d'eau servent à boire, à cuisiner et à se laver. En France, chaque personne utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour, soit près de 25 fois plus qu'en Éthiopie. Pour faciliter l'accès à l'eau potable, l'association Action contre la faim et les autorités locales ont construit un puits à l'entrée du village. Tout le monde est ravi. Avant la construction du puits, on puisait l'eau d'une source qui était sale. On s'y lavait, on y lavait notre linge. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées. On a de l'eau pure et cela a amélioré notre santé et notre consommation d'eau par jour a augmenté. Dans le village voisin, je sais qu'il n'y a pas de puits et de nombreuses familles, et notamment les jeunes enfants, souffrent de cette eau non potable. Beaucoup connaissent de gros problèmes de santé et ne mangent pas correctement. Ma tante qui habite là-bas a un petit garçon de 13 mois. L'autre jour, elle s'est rendue au centre de santé le plus proche, construit l'année dernière par Action contre la faim, pour le faire examiner car il avait beaucoup maigri et était de plus en plus faible. Elle y a rencontré des agents publics de santé rattachés au gouvernement et des membres d'Action contre la faim qui ont pris en charge son fils. Après l'avoir pesé et mesuré, ils ont pris le tour de son bras à l'aide d'un périmètre brachial. Le bracelet indiquait la zone de couleur rouge. Verdict, mon petit cousin souffre de malnutrition aiguë, ce qui signifie qu'il ne mange pas suffisamment et pas assez équilibré. À 13 mois, un enfant en bonne santé pèse en moyenne entre 9 et 10 kilos. Mon petit cousin, lui, ne pèse même pas 7 kilos. Sans prise en charge, il est en danger de mort.
Heureusement, les équipes du centre de santé lui ont apporté les soins nécessaires. Ma tante a récupéré des produits thérapeutiques à base de pâte de cacahuètes enrichies en vitamines pour qu'il retrouve vite toutes ses forces et puisse continuer à grandir. Beaucoup de familles sont dans la même situation et la plupart des mères attendent souvent le dernier moment avant de se rendre au centre de soins, souvent par manque d'informations. Action contre la faim a donc mis en place des groupes de parole et de prévention qui facilitent les échanges entre femmes dans les villages et leur apportent des conseils sur les soins à apporter à leurs nourrissons. L'objectif principal de ce groupe de parole est de permettre aux mamans de prendre soin de leurs enfants dans un environnement favorable. On les sensibilise donc à différentes pratiques de soins ainsi qu'à des programmes de nutrition pour mieux nourrir leur enfant. J'ai tiré beaucoup de bénéfices à participer à ce groupe de discussion, spécialement pour la santé de ma famille. Avant, je n'étais pas consciente des soins qu'il fallait apporter à mon enfant. Mais maintenant, j'ai compris, à travers différentes activités comme les vaccins et le programme prénatal, que certains soins étaient nécessaires. Finalement, ma tante est rentrée soulagée du centre de soins l'autre jour. J'espère qu'elle n'aura plus à y retourner. Cela signifierait que son fils mange correctement et à sa faim. Mais je suis quand même inquiet pour notre futur, car le phénomène climatique El Niño a touché notre pays l'année dernière et nous avons vécu une grosse période de sécheresse. Dans l'océan Pacifique Sud, les vents soufflent d'est en ouest et maintiennent un énorme bassin d'eau chaude sur les côtes asiatiques et à l'ouest de l'Indonésie. Ces eaux chaudes s'évaporent, retombent en pluie et permettent de faire bénéficier à ces régions d'un climat chaud et humide. Pluie dont bénéficie aussi l'Afrique australe une fois par an. De l'autre côté de l'océan, en Amérique, l'air est sec et les eaux sont plutôt froides. Le phénomène El Niño, qui apparaît en moyenne tous les 5 ans, inverse totalement ce système. Les vents se mettent à souffler d'ouest en est et déplacent la nappe d'eau chaude sur les côtes équatoriennes et péruviennes, ce qui a pour effet de provoquer de fortes précipitations en Amérique du Sud et de grosses périodes de sécheresse en Asie et en Afrique australe. L'Éthiopie est alors directement touchée. Je crains vraiment cet effet inverse et l'arrivée de la Niña. Cela provoquerait des inondations terribles. Nous perdrions toutes nos récoltes et nos bêtes. Si cela devait arriver, ce serait catastrophique, car 18 millions de personnes sont déjà dans une situation d'insécurité alimentaire dans mon pays. Pendant la sécheresse, on a eu beaucoup de problèmes. Le champ ne donnait plus de céréales, plus rien ne poussait. En ce moment, ça va un peu mieux, grâce à Dieu, mais on a peur que cela revienne. On continue à prier en espérant que ces changements climatiques n'arrivent plus, mais on sait que ça va revenir. Nous avons déjà connu à plusieurs reprises des situations d'urgence comme celle-ci, notamment en 2011. C'est épuisant moralement et psychologiquement de se battre contre la nature. Que faire? Comment agir contre ce dérèglement climatique? Vous avez une idée? Les difficultés à cultiver la terre viennent aussi d'un manque de productivité de nos sols. Une déforestation massive et une culture intensive pendant plusieurs années les a détruits et les a rendus complètement poreux. Lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau s'infiltre dans le sol et stagne sous forme de nappe phréatique, ce qui permet de devenir une ressource en eau pour les plantes et les hommes. Mais lorsque les sols sont trop poreux, l'eau s'infiltre et ne stagne pas. Les plantes et leurs racines permettent de solidifier ces derniers. Or, au cours de ces 25 dernières années, près de 3/4 des forêts éthiopiennes ont été décimées pour répondre aux besoins en combustible et en bois de construction. Par ailleurs, 80% de la population ici vit de l'agriculture ou de l'élevage. Du coup, la plupart des terres sont cultivées et il ne reste que très peu de végétation native pour fixer les sols et empêcher leur érosion. C'est la raison pour laquelle, même après une période de forte pluie, on ne trouve pas d'eau dans les nappes phréatiques et on souffre de sécheresse. Pour limiter cette érosion, le gouvernement éthiopien, en collaboration avec Action contre la faim, a mis en place un programme pour aménager les terrains en pente en terrassement, afin de limiter le ruissellement de l'eau et ainsi pouvoir cultiver sur des zones difficiles d'accès et stabiliser les sols. Ce programme permet non seulement d'améliorer la qualité des sols,
mais aussi d'améliorer les conditions de vie de certains villageois qui n'avaient pas de terre. Avant, je n'avais pas de terre à cultiver. Avec le programme mis en place par Action contre la faim et le gouvernement, j'ai fait partie des gens qui ont reçu de l'argent pour réhabiliter ce terrain et l'exploiter. Avec l'argent reçu, j'ai aussi pu acheter des semences et commencer à subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. J'espère que l'année prochaine, la terre continuera à nourrir ma famille. Dans mon pays, vous l'aurez compris, des hommes et des femmes se battent au quotidien pour prendre soin de leurs enfants, se nourrir et avoir accès à l'eau. Il y a vraiment des paradoxes. Quand je vois à quoi ressemble Addis Abeba, notre capitale, et que l'on sait que mon pays connaît un taux de croissance de 8% ces 3 dernières années, j'aimerais pouvoir agir. C'est pour ça que je vous écris. Pour faire en sorte que d'autres programmes d'action contre la faim se développent avec notre gouvernement et nous-mêmes, population. Je vous propose de participer à la course contre la faim. Faites comme l'Éthiopien Haïlé Gebrselassie, le plus grand coureur de fond de tous les temps. Courez des kilomètres et des kilomètres pour permettre la mise en œuvre de projets durables dans mon pays et améliorer les conditions de vie des Éthiopiens. Ensemble, participons à la course contre la faim. Nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Votre ami éthiopien, Haïleb. Toi aussi, en participant à la course contre la faim, tu es solidaire et tu viens en aide aux enfants d'Éthiopie.